Samedi 5 juin 2021, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de choisir E-Télé, les titres de cette édition. Démarrage ce lundi 7 juin 2021 du certificat d'études primaires CEP. À suivre dans cette édition le message du ministre Salimane Karimou à l'endroit des acteurs du système éducatif. Tenu ce vendredi du numéro 310 de Café Média Plus, Wikipédia et la presse francophone en Afrique, la nécessité pour les professionnels des médias de s'impliquer véritablement. C'est le thème retenu pour la première causerie. Les précisions sont à suivre. L'université Aydin d'Istanbul se veut plus proche des étudiants béninois. Face à la presse ce vendredi, les responsables de la dite structure ont exposé les atouts et opportunités qu'offre ce haut lieu de savoir basé à Istanbul. Bienvenue à tous. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires planchent dès le lundi 7 juin 2021 pour les épreuves écrites et orales. À cet effet, nous vous invitons à suivre la substance du message du ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimou à l'endroit de ces candidats et acteurs impliqués dans la tenue de cet examen. En cette veille du lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires session juin 2021, qui permettra à nos enfants d'obtenir leur tout premier diplôme académique, je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques statistiques relatives. On peut retenir que le nombre d'inscrits à l'examen du CEP cette année fait un total de 242 066 candidats, dont 113 540 filles, tous répartis dans 756 centres du territoire national. Les candidats à besoins spécifiques sont au nombre de 85. Après ce bref aperçu des statistiques, il me paraît impérieux de m'adresser spécifiquement à vous, chers enfants candidats, pour vous rassurer que les dispositions utiles sont prises pour que votre examen se déroule normalement et dans la quiétude. Soyez donc sereins, décontractés et ne cédez pas à la panique. Cette année, tout comme celle passée, le gouvernement a mis à votre disposition de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains. Veillez au respect des règles de distanciation sociale et du port de masque pour être totalement en sécurité. En ce qui concerne l'examen, n'oubliez pas les consignes et conseils que vous ont laissés vos maîtres. L'examen n'est pas différent des évaluations en classe et il ne vous sera pas demandé que ce que l'on vous a enseigné. Quant à vous, chers parents d'élèves, bien que la Covid-19 soit toujours là, l'école béninoise tient bon. Il n'est point besoin d'éprouver une quelconque crainte pour vos enfants qui ont appris de vous et de leurs enseignants à respecter les mesures barrières. Je vous exhorte à ne pas baisser la garde et à les aider à prêter toutes les fournitures nécessaires, sans oublier leur carte d'identité, et à prévoir la protection contre la pluie. Rehaussez leur morale par des encouragements de toutes sortes et de toute nature, comme vous savez le faire si bien. Pour ce qui vous concerne, mesdames et messieurs les chefs de centre et de surveillants, de salle, sachez faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionnalisme. Observez le strict respect, vous aussi, des règles d'éthique et de déontologie pour assurer, comme toujours, la crédibilité de nos diplômes.
N'oubliez pas aussi vos masques et toutes les autres mesures. Je ne saurais terminer mon message sans souhaiter à tous nos candidats du courage et du succès. Audience ce vendredi au cabinet du président de la Cour constitutionnelle. Le représentant de la Fondation Friedrich Ebert et quelques jeunes leaders de cette fondation ont échangé avec Joseph Diogbenou sur le sujet lié à la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. On suit l'essentiel de leurs échanges. C'est pour nous une très belle occasion de faire connaître, disons, les principes de votre fonctionnement, mais aussi les questions qui sont liées à votre office, parce que parmi les principes fondamentaux d'une démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, l'un des plus importants. Donc la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc je crois que ce sont les instances de la République qui sont très importantes. Et disons, on se pose toujours la question, est-ce que, disons, le pouvoir en place est effectivement contrôlé par ces instances importantes de la République? Séparation des pouvoirs, ces pouvoirs, chacun des citoyens s'épanouit. Il y a un pouvoir judiciaire, la Cour suprême, qui incarne au plus haut niveau, avec maintenant la Cour des comptes. Il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir exécutif. Vous savez que de 1960 à 1970, ce pays a connu un modèle de régulation des institutions. Et ce modèle de régulation, c'est la régulation au moyen de l'incursion de l'armée. Et en 1990, sans doute, on dit oui, pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, mais quand même, ce besoin est permanent, il faut réguler les tensions. Il faut fixer les passerelles, il faut fixer les lignes frontières. Il faut un organe pour veiller à ça. Ça, c'est la première mission de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est une institution qui se comporte comme un groupe de contact. Quand les forces en présence tentent de se mesurer, eh bien quand même il faut un organe qui équilibre, qui régule surtout les tensions. Et donc deuxième fonction, deuxième mission principale, c'est une juridiction des droits de l'homme. Quand le citoyen dit que telle personne a violé mon droit, il faut l'écouter. En ce qui concerne les élections au plan national, c'est la Cour qui dit qu'une élection est régulière, qu'elle est transparente, et sa parole, c'est une parole quasiment sacrée pour nous, Africains, qui prononcent que l'élection est régulière, qu'il s'agisse des députés ou du président de la République. Maintenant, elle connaît des contentieux, donc reçoit les plaintes des uns et des autres, et tranche, et confirme ou infirme sa proclamation initiale. La Cour est quelque part, elle applique un rituel d'envoi en fonction pour le président de la République. C'est elle qui dit que l'élu entre en fonction. Il reste que la Cour constitutionnelle assure les missions que lui confère exceptionnellement le législateur. Le numéro 310 de Café Média Plus s'est tenu ce vendredi 4 juin 2021 à la Maison des médias Thomas Méançon. Wikipédia et la presse francophone en Afrique, la nécessité pour les professionnels des médias de s'impliquer véritablement, c'est l'un des thèmes retenus pour les échanges. Suivez. Wikipédia et la presse francophone en Afrique, la nécessité pour les professionnels des médias de s'impliquer véritablement. C'est autour de cette thématique que se sont déroulés les échanges du premier panel du numéro 310 de Café Média Plus. Pendant plus d'une demi-heure d'horloge, Mermoz Dodo, organisateur local du concours Wikilove F 2021, a dévoilé les nombreuses qualités de cette révolution qu'est Wikipédia, qui a d'ailleurs démocratisé la connaissance de par le monde. Créé en 2001, Wikipédia a tout simplement pris le dessus sur les encyclopédies classiques. Aujourd'hui, l'encyclopédie est devenue numérique, multilingue et gratuit, parce que Wikipédia, c'est multilingue, parce que c'est écrit dans plus de 300 langues au monde aujourd'hui. Gratuit parce que vous n'avez pas besoin de payer un copec avant d'y participer, avant d'accéder à la connaissance.
Du 15 au 30 juin 2021, les amoureux de la photographie peuvent participer à Wikilove Health 2021. Il s'agit du plus grand concours photographique qui a pour objectif de promouvoir la biodiversité dans tout son ensemble. Et pour y participer, certaines conditions sont à remplir avec à la clé des lots à gagner. Tout le monde peut y participer, que vous soyez photographe professionnel ou non, que vous soyez amateur, même avec votre simple téléphone portable, vous pouvez participer. Il suffit d'avoir peut-être une photo récente faite, mais ces photos-là doivent être prises par vous-même. Il suffit juste d'aller sur Wikipédia, vous créez un compte, vous chargez vos photos, vous les décrivez et vous signifiez clairement ce que ça veut dire. Et donc à la fin, il y a un jury qui va sélectionner, qui va se charger alors d'évaluer les photos pour sélectionner les 10 meilleurs, dont les 3 meilleurs seront récompensés. Il y a un prix de 80 000, et 70 000 et 60 000. C'est des bons d'achat. Marius Aonon, coordonnateur du projet Africa Cloud, était à l'honneur dans la deuxième causerie avec pour thème la formation et l'apprentissage en ligne, exemple de la plateforme atingi.org. C'est une plateforme qui offre divers formats de produits d'apprentissage en ligne et qui prend en charge les cours présentés sous forme numérique. C'est la coopération allemande qui a financé bien sûr ce projet. Alors sur cette plateforme, vous avez pas mal de contenu qui permet aux jeunes professionnels, qui permet aux petites et moyennes entreprises, qui permet aux étudiants bien sûr d'aller vers le savoir. C'est une plateforme qui est accessible gratuitement, il suffit juste de créer un compte là-dessus. Et ce qui est très bénéfique, c'est qu'au bout de la formation, d'une formation que vous auriez choisie, vous avez la possibilité bien sûr d'obtenir un certificat. Les certificats sont des certificats qualifiants et non diplômantes. Les certificats qu'on obtient au niveau de la plateforme Atingi sont des certificats qualifiants. La plateforme Atingi dispose de plusieurs domaines d'activité. On peut notamment retrouver l'entrepreneuriat, la santé, l'agriculture et le leadership. Disponible sur la plateforme elle est conçue pour être développée plutôt sur 30 différentes langues. Mais actuellement, nous en sommes à 5, le français, l'anglais, l'arabe, l'allemand, puis l'espagnol. J'exhorterai au fait tout le monde à pouvoir faire un tour sur la plateforme Atingi qui est accessible via www.atingi.org. Les professionnels des médias présents à ce rendez-vous d'échange et de partage ont été invités à s'inscrire sur la plateforme Atingi. À cet effet, une démonstration du processus d'inscription leur a été faite. Présentation de l'ouvrage intitulé Code pénal commenté et annoté du professeur Joseph Djogbenou, un ouvrage de près de 1000 pages qui aborde les sujets de procédure pénale analysés sous plusieurs angles par l'auteur. Une présentation faite au cours d'une conférence de presse. Diane Christelle Onioje pour lester ça aussi. C'est au cours d'une conférence débat autour de la publication du Code pénal, un modèle de codification des règles substantielles par l'Assemblée nationale, que le professeur Joseph Djogbenou a présenté la version annotée et commentée du Code pénal. Code pénal commenté et annoté, l'ouvrage dont l'accouchement a été difficile. Notre Code pénal a été introduit à l'Assemblée nationale sous le magistère de Joseph Nyolonfon en 2001. Il a fallu donc 17 ans après pour que l'Assemblée nationale adopte le Code pénal introduit. Ce livre premier, c'est le livre Lampion, le livre Lumière, qui éclaire tous les autres livres. Évidemment, notre Code pénal que l'on appelle Bouvenet n'avait pas ce livre premier. Dans sa présentation, Joseph Djogbenou est revenu sur les avantages de l'adoption de ce nouveau Code pénal qui a connu de profondes modifications. Dans chaque loi relative au rapport, n'est-ce pas, de particulier à particulier, il y a toujours un livre, un chapitre, un titre consacré aux dispositions générales. Il y a certaines infractions dans ce livre relatives à nos problèmes identitaires, à la construction de notre société, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Il y a les infractions relatives à la cohésion nationale, notamment en matière de prêche, lorsque la parole des ministres de culte vise à porter atteinte à la cohésion sociale, soit par l'ethnocentrisme, à nier des ethnies,
a nié des confessions religieuses, le législateur a également incriminé, et bien entendu le livre 3 de ce code est relatif aux délits. La plupart des délits ont été reconduits et certains autres ont été ajoutés. Mais il y a des omissions. Vous ne trouverez plus le délit de la mendicité, par exemple. Et d'autres omissions, quid du délit d'adultère, quid de l'avortement, quid de la sorcellerie. Profitant de l'occasion, le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale ordonne à la Dati à saluer la ténacité de l'homme de droit. À la 7e législature, je suis rentré au Parlement en tant que rapporteur de la commission des lois. Après, ce projet était déjà au niveau de la commission. Le professeur Diogbenou donc a sorti des tiroirs ce projet qui était en souffrance au Parlement depuis 2001. C'était sa ténacité personnelle et c'est pour ça qu'il faut le lui reconnaître ici. Peut-être que ce texte serait encore dans les tiroirs du Parlement jusqu'aujourd'hui. Il y a travaillé énormément, d'abord en tant que président de la commission des lois, après en tant que garde des Sceaux. La notion de droit lié au code pénal est étalée sur près de 1000 pages. Un chef-d'œuvre qui interpelle chaque Béninois à mieux codifier les règles substantielles liées au code pénal. Occasion pour l'auteur du livre d'inviter chaque Béninois à soutenir l'imagination et le génie des écrivains béninois. Le vice-président du parti Union progressiste a procédé ce vendredi au lancement du séminaire de spécialisation des formateurs départementaux du parti. Ce séminaire vise à renforcer la capacité de ses participants afin de leur permettre de mener à bien leur mission une fois sur le terrain. La cérémonie officielle de lancement s'est déroulée à Cotonou. Reportage. Au nom du présidium du parti Union progressiste, au nom de son président, à mon nom personnel, je déclare ouvert les travaux, séminaires, ateliers de spécialisation. Ce sont sur ces mots du vice-président de l'Union progressiste qu'ont démarré les travaux de ce séminaire de spécialisation des formateurs départementaux du parti. Ils sont au total 49 participants pour cette première cohorte. Le but est d'outiller ces participants qui, une fois devenus formateurs, auront pour mission d'apprendre aux militants à mieux se connaître, à s'approprier davantage la vision et l'idéologie du parti et à disposer des armes nécessaires pouvant leur permettre de prendre des responsabilités publiques. Comment voulez-vous diriger un pays, un peuple, quand vous ne connaissez pas sa géographie, vous ne connaissez pas son histoire, vous ne connaissez pas son histoire politique? Il n'y a pas dans la vie des écoles politiques. Donc, c'est les partis politiques qui deviennent les écoles politiques. Donc, ce qui se fait aujourd'hui s'inscrit dans ce sens. L'évaluation se poursuit ici pour leur permettre à chacun de se spécialiser dans des modules donnés. Puis, chemin faisant, nous allons voir qui d'entre eux sont les plus à même, les plus qualifiés pour être retenus comme membres de la première cohorte de formation. L'objectif, c'est de couvrir tous les départements, toutes les communes, tous les arrondissements du Bénin auront chacun donc son formateur ou ses formateurs. Pendant 3 jours que vont durer les travaux du séminaire de spécialisation, les participants seront mieux édifiés sur les techniques de formation et d'animation de groupe afin de jouer leur partition pour le bon déroulement du premier congrès ordinaire de l'Union progressiste. Nous évoluons vers un congrès, nous devons mettre en place nos structures de base. Donc les travaux qu'ils auront à faire ici vont entrer dans ce sens-là et ils iront sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire, pour que nos élections internes se passent dans les meilleures conditions. Ils ne seront pas les seuls. C'est une première cohorte. Il y aura d'autres cohortes, de manière à ce que nous ayons une armée de formateurs au sein de notre parti. Vu l'immensité de la tâche qui sera la leur une fois sur le terrain, les participants sont invités à accorder une attention particulière aux travaux de ce séminaire. L'intensité des travaux auxquels vous serez soumis requiert de chacun de vous une discipline personnelle rigoureuse. Donc cela
vous invite à plus d'implication, à plus de sérieux, à plus d'implication dans le processus, afin que la volonté étant là, que d'ici quelques semaines ou à l'issue de quelques séries de formations, qu'on puisse donc dégager la première cohorte. Notons que le processus de sélection des formateurs départementaux de l'Union progressiste se poursuit. Le président du parti est attendu le dernier jour des travaux, ceci pour corroborer les enseignements afin de permettre aux participants de réussir leur mission. L'Université Aydin d'Istanbul présente ses opportunités de bourse aux Béninois. De la quantité des filières en passant par la qualité des diplômes, tout a été passé au peigne fin. Reportage Mathieu Bokor, Romulis Cantin, Bonaventure à l'Oignon. Laurence Nganim, chargé des affaires d'Afrique du Bureau international de l'Université Aydin d'Istanbul. Il est accompagné du représentant de cette université au Bénin pour présenter aux Béninois les opportunités de bourse qu'offre ce centre d'enseignement supérieur. Il y a 4 types de programmes à Istanbul Aydin University, cycle BTS, c'est 2 ans, cycle licence, cycle masters et doctorat. Nous proposons beaucoup d'options par rapport à la bourse scolaire. L'Université Aydin d'Istanbul a été fondée en 2003 en tant que centre d'enseignement supérieur exceptionnel afin d'introduire des diplômes de haute qualité à prix bas. Une formation de licence coûte normalement 12 000 $ à l'Université Aydin d'Istanbul. Avec les 50% de réduction, normalement, ça vous revient à 6 000 $. Et nous avons négocié avec l'Université Aydin d'Istanbul en tant que partenaire représentant cette université au Bénin d'accorder encore une marge supplémentaire de bourse aux étudiants. Et c'est pour cela que ça part de 6 000 $ à 4 000 $. Même si vous payez 4 000 $ pour rejoindre l'Université Aydin d'Istanbul, si vous réalisez d'excellentes performances académiques en première année, par exemple, on peut toujours vous accorder de bourse. Donc, lorsque vous travaillez, vous avez par exemple 15 de moyenne, 16 de moyenne, vous pouvez faire les demandes de bourse, on vous l'accorde parce qu'on sentira tout de suite que vous êtes un étudiant excellent. Et vous ferez d'une manière ou autre la promotion de cette université. L'autre particularité est que l'Université Aydin d'Istanbul a spécifiquement pensé aux Béninois. Et pour étudiants béninois, il faut, grâce à GECO Servicel, qui est partenaire de cette université au Bénin, nous faisons encore une réduction de 2 000 $, et ce qui revient à 4 000 $ pour une formation initialement prévue pour coûter 12 000 $. Donc vous voyez avec moi que c'est bel et bien revu à la baisse. Cette université compte 11 facultés, 3 écoles supérieures et instituts. Elle dresse, selon les responsables, depuis 7 ans en Turquie, 40 000 étudiants venant de 123 pays et offre des programmes dans presque tous les domaines. Alors je crois que si le Bénin ne doit plus être un désert de compétences, et cela nous interpelle tous. Ça passe forcément par une formation de qualité, et la formation de qualité fait forcément appel à l'expertise. Et c'est pour cela que nous allons demander à nos frères béninois d'oser et aller à l'Université Aydin d'Istanbul, étudier, acquérir d'accord des compétences nécessaires afin de revenir servir cette nation. La diversité des diplômes reconnus au niveau international après présentation, ses participants partent rassurants. J'ai retenu que l'Université Aydin d'Istanbul offre plusieurs opportunités aux jeunes étudiants en leur offrant une bourse de 50% qui est à 4 000 $ répartis en 4 tranches. J'appelle massivement des jeunes, encore que bon, bientôt c'est le bac et les résultats ne vont pas tarder à arriver. S'il y a des jeunes qui sont vraiment intéressés par les études à l'extérieur, je pense qu'ils peuvent déjà opter le choix pour la Turquie. L'Université Aydin d'Istanbul, ce haut lieu de savoir où le chômage n'est pas une devise.
Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes digitales www.etélébenin.com. Retrouvez-nous sur YouTube et Facebook en tapant dans la barre de recherche E-Télé Bénin tout simplement. Bonne suite de programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence.